wonder what happens when you mix hot lava and chicken? I did, and you're about to find out. La 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 lava, chicken. Steve's lava chicken, yeah, it's tasty as hell. Ooh, mama, see now you're ringing the bell. Crispy and juicy, now you're having a snack. Ooh, la lava chicken, tasty as hell. Ooh, mama, see now you're ringing the bell. Crispy and juicy, now you're having a snack. Ooh, super spicy and so I'm Steve. I'm Steve. Bonjour à tous et à toutes, merci à vous de me rejoindre pour la dernière vidéo des bilans de l'année cinéma 2025, où donc je revenais sur tout ce que j'avais vu comme film en cette année 2025 et on faisait le bilan, on faisait des classements, on faisait des tops. Et donc on termine comme à chaque fois avec mon top des meilleurs films de 2025, voilà, pour finir en beauté, pour finir sur une bonne note. Et je vous souhaite à tous également un joyeux Noël, de bonnes fêtes de fin d'année, et une bonne et heureuse année 2026, en espérant qu'elle soit très bonne. Et donc on est ici pour le 8e top des meilleurs films de l'année, donc c'est la 8e année que je fais ça, et donc c'est le 8e top que je fais, donc bientôt, j'en aurai bientôt fait 10, voilà, ça va être quelque chose. Et donc, comme à chaque fois, on va revenir du coup dans ce classement sur les 10 films que j'ai personnellement préférés en 2025. Enfin, les 10 films, c'est un top 10 en tout cas, des films que j'ai le plus aimé de l'année, mais vous verrez que, voilà, ça va être un peu particulier comme top, hein, ça va être très spécial. De tous les youtubeurs que je suis sur internet qui font des tops des meilleurs films de l'année et tout, j'en ai vu aucun qui va faire ce que je m'apprête à faire dans ce top, quoi. Vous verrez quand ça arrivera, ça va être particulier. Et on commence évidemment avec le numéro 10. Mais qui êtes-vous? Frank Drebin, Brigade Spéciale. La nouvelle version. Y a-t-il un flic pour sauver le monde? Donc c'est une comédie américaine qui reprend le style des anciennes comédies qui avaient été faites dans les années 80-90, que je connais mais que j'ai jamais vu. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie, hein, tant pis, hein, je les ai jamais vus. J'en ai entendu parler parce que c'est assez connu sur internet, il y a des tas de passages qui sont repris, des blagues qui sont devenues des mèmes et tout. Mais je les ai jamais vus, donc moi j'ai découvert, entre guillemets, toute cette franchise, enfin, mais du coup le renouvellement de cette franchise avec le reboot, enfin le Legacy Crawl plutôt, puisque là on prend Liam Neeson, qui est le fils du coup de l'acteur des précédents films, et c'était vraiment fantastique. Voilà, ce type, voilà, c'est cette comédie d'humour absurde, n'importe un wack où on fait vraiment les trucs les plus délirants, bêtes même, et voilà, tous les trucs qui n'ont pas de sens, voilà, de l'humour absurde, comme moi j'en aime beaucoup par exemple sur internet, comme avec Mr V, qui lui aussi avait fait un peu le même type de film avec Mac Walter cette année, donc j'avais fait une critique. Et là, ce film-là, du coup, c'est la même chose. Et oui, déjà, c'est une comédie, et j'ai rigolé tout du long. Et vraiment de bon cœur, hein, pas juste comme ça, tu vois, non, vraiment, j'ai vraiment rigolé, parfois même aux éclats dans la salle, tellement tellement j'ai trouvé ça bien fait, voilà, les blagues étaient bien écrites, bien trouvées, il y avait pas mal de bonnes idées et tout, je vais pas vous énumérer tout ce qu'il y avait, puisque ce serait vous spoiler les blagues, et évidemment c'est une blague, surtout dans un film, elle est moins drôle quand on la raconte, donc du coup, je vous conseille de voir ce film pour pleinement apprécier tout ce qu'il y a, mais moi typiquement j'ai vraiment adoré ce film, c'était vraiment très très bon, et pour le coup, je sais plus s'il a marché ou pas, mais peut-être qu'ils en feront d'autres, avec Liam Neeson aussi, un acteur que j'aime bien, parce que ça serait très cool, et moi je dirais pas non à d'autres films de ce genre. Maintenant, le numéro 9. Et d'autres qui sont pires encore. Fin de l'histoire. Regardez-les, parce qu'ils sont adorables. Donc le film, l'un des 3 films Marvel qu'on a eu cette année, et
à mon sens, c'était le meilleur, celui que j'ai préféré. C'est la formule Marvel un peu habituelle, mais sans tout le côté musique nostalgique des années 80 et le côté pop coloré et tout, puisque là c'est beaucoup plus sombre, vu que c'est toute la thématique du film, hein, c'est la dépression, des personnages dépressifs, t'as le méchant aussi à la fin, Sentry, qui devient littéralement le vide, donc un mec entièrement sombre qui absorbe tout le monde dans l'ombre. Donc c'est la formule Marvel habituelle, mais un peu différente, mais qui est là, était très très bien exécutée, hein. L'humour marche très bien, toutes les blagues sont, j'ai trouvé, étaient vraiment bien faites, et j'ai bien rigolé dans le film, hein, ça marche bien, ça détonne pas par rapport aux moments qui se veulent dramatiques, et tous les moments dramatiques et les moments d'émotion, comme à la fin par exemple, marchent vraiment bien, et l'action était vraiment très cool aussi, hein. J'ai en tête la course-poursuite en voiture dans le désert au milieu du film, qui est très efficace, qui marche très bien. Mais tout dans le film, en fait, est très efficace, quoi. L'alchimie entre les personnages, les scènes d'action, le drame par rapport à l'humour, et aucun des deux ne prend le dessus sur l'autre. C'était vraiment très bien mené, j'ai beaucoup aimé ce film-là. Et j'ai très, très hâte d'être à 2026 pour avoir le futur Spider-Man et le Avenger Doomsday, évidemment. Et maintenant, numéro 8. 你一定要活下去！小叶弑魔，那又如何？ Alors techniquement, c'est le premier film chinois qui se retrouve dans mon top. C'est pas le premier film chinois dont je parle sur la chaîne, mais c'est le premier qui se retrouve dans mon top de mes films préférés de l'année. Donc vous en avez forcément entendu parler, puisque ça a été un énorme succès au box-office. Le film a rapporté 2,150 milliards de dollars au box-office mondial. Enfin, box-office mondial, parce que c'est ça aussi le truc qui est incroyable, c'est que c'est un film chinois et d'animation en plus. Donc du coup c'est le premier film d'animation et le premier film chinois à dépasser la barre des 2 milliards, mais il a dépassé les 2 milliards quasiment intégralement sur le sol chinois. Donc c'est aussi le premier film à avoir rapporté plus d'1 milliard de dollars et aussi plus de 2 milliards de dollars sur un seul territoire, hein. Même aux États-Unis, il n'y a aucun film sans compter l'inflation, il n'y a aucun film qui a réussi à le dépasser. Et le film, du coup, le film en soi, du coup, c'est la suite de Neza 1 qui était sorti en 2019, que j'ai pu voir le film sur YouTube gratuitement. Mais du coup, Neza 2, pour parler de ce film, le film est quand même assez ouf, quoi, parce que c'est un film d'animation qui, pour le coup, profite d'être de l'animation pour faire énormément de choses dingues visuellement, donc en termes de décor. C'est de la fantasy qui réutilise la mythologie chinoise, donc là du coup en termes de fantasy, en termes d'image, de décor et tout, c'est assez dingue, hein, le palais céleste qui se trouve au-dessus des nuages, c'est vraiment très beau, tous les environnements sont vraiment très bien faits, et aussi tous les combats, les scènes d'action sont vraiment ouf, quoi. Les personnages qui ont tous... chaque personnage a des pouvoirs magiques différents. Il y a Neza qui a le feu, il y a son ami qui a la glace, il y a des personnages qui ont des pouvoirs de brume, des pouvoirs de téléportation, des pouvoirs de lave, des pouvoirs d'électricité, des pouvoirs d'eau. Donc chaque personnage a des pouvoirs magiques différents, et ça fait des combats, mais vraiment... C'est des combats que j'ai vraiment trouvé ahurissants, et il y en a pas mal aussi dans le film, hein. Le film est très généreux, et le climax aussi, la fin du film dure bien 40 minutes à peu près, et la fin du film c'est 40 minutes de combat quasiment non-stop, vraiment très épique, et vraiment ça m'a beaucoup impressionné, quoi. C'est ultra divertissant. Il y a des tas d'images vraiment dingues, notamment la bataille finale à la fin, où t'as tous les démons qui affrontent tous les chasseurs de démons célestes dans le ciel, et donc du coup t'as deux armées comme ça dans le ciel qui forment des espèces de nuées d'oiseaux et tout qui se rentrent dedans. En termes de mise en scène et de visuel, ça fait des batailles vraiment très spectaculaires et très bien animées aussi, hein. L'animation du film est vraiment de très très bonne qualité, hein. Ça pour le coup y a rien à redire. Et ouais, non, le film... j'ai vraiment pas mal aimé le film, alors que j'avais pas vu le 1 avant, j'ai vu le 1 après, mais j'ai beaucoup apprécié le film pour ça, et pour tout l'aspect aussi émotion, puisque j'ai pas beaucoup parlé des combats et du visuel, mais il y a aussi, le film est pas mal tourné aussi sur les émotions, notamment autour de Neza, hein, tout ce qui arrive à la fin avec sa mère, c'est quand même vraiment très prenant comme scène, donc je suis pas resté indifférent devant.
Et vu le succès, il y aura évidemment un troisième opus, mais qui sortira pas avant un moment, hein, puisque le 2 est sorti 6 ans après le premier. Mais donc du coup, s'ils en font une suite, ce sera pas avant 2030, voilà. Mais pour le coup, j'espère que la suite sera aussi distribuée. Et j'irai la voir avec grand plaisir parce que franchement j'ai vraiment été pas mal surpris et impressionné par ce film. Et maintenant le numéro 7. さあ始めようか宴の時間だ Demon Slayer, le film La Forteresse de l'Infini. J'en avais parlé sur ma chaîne YouTube il y a quelques mois, j'ai fait une critique là qui dure 30 minutes à peu près si je me souviens bien, donc allez la voir pour avoir tout mon avis sur le film en détail, hein, sur tout ce que j'ai pensé, mais globalement c'était vraiment très très efficace comme film, hein. L'action est comme toujours très très bien menée, la musique, le montage, ça rend très bien, mais là j'ai encore plus apprécié le film pour l'émotion qui était vraiment bien écrite et bien mis en place et bien exécutée dans le film. Et c'était vraiment un très bon film dans l'ensemble et j'ai hâte de voir la suite. Petit truc en plus, il y a justement dans la critique que j'avais faite, il y a plusieurs de mes abonnés qui m'ont fait des commentaires, qui ont fait des commentaires sur mon avis et qui m'ont rappelé 2-3 trucs sur l'animé de base que j'avais un peu oublié, même que j'avais totalement oublié, notamment toute l'histoire de Shinobu et de sa sœur. Qui sort pas de nulle part en fait, parce que dans ma critique j'ai dit qu'on l'apprenait là maintenant dans le film, alors qu'en fait elle en a parlé à Tanjiro dans la saison 1. Sauf que c'est moi qui avais complètement oublié ce détail en fait. J'avais complètement oublié ce truc là que Shinobu elle avait parlé de sa sœur dès le début de la série. Donc du coup quand j'ai vu le film ça m'avait surpris, mais en fait oui, ça sortait pas de nulle part en fait, voilà, c'est moi qui avais oublié ça, donc pour le coup, oui, vous avez bien fait de me reprendre dans les commentaires, ça sortait pas de nulle part, quoi. Voilà, c'est moi qui avais oublié. Voilà, c'était mon erreur. Mais après, tout le reste que j'ai dit quand même sur la mise en scène, les deux combats du début, Zenitsu et Kaigaku, leur rivalité qui est introduite seulement maintenant dans le film, ça pour le coup, je le pense toujours, hein, on n'a pas vraiment parlé de lui avant et on n'a pas mis en place leur rivalité entre les deux plus tôt dans la série, donc quand ça arrive maintenant, c'est pas aussi marquant que ça voudrait l'être. Et j'ai revu le film, hein, après, j'ai vu le film 2 fois au cinéma, donc ça pour le coup je le maintiens, je continue à dire que ça aurait pu être mieux exécuté sur ce coup-là. Mission Impossible The Final Reckoning, donc le dernier Mission Impossible que j'ai critiqué sur la chaîne, donc de ce côté vous pouvez aller, ici, vous pouvez aller voir la critique que j'avais faite à l'époque sur le film pour avoir mon avis détaillé dessus, mais dans l'ensemble c'est pas le meilleur de la saga, hein, je préfère la première partie qui est sortie il y a 2 ans, Dead Reckoning, mais ça reste quand même un très bon film d'action, je trouve que ça reste aussi un bon film Mission Impossible dans la lignée de tous ceux qui ont été faits avant. Il y a pas mal de défauts, ça manque un peu d'action, mais ça restait quand même très bon, et de tous les films que j'ai vus cette année, surtout en termes de blockbuster, c'est un de ceux que j'ai le plus aimé. Et maintenant, le numéro 5. Là aussi, c'est le dernier film de la saga Conjuring, et qui est censé être véritablement le dernier, ou en tout cas le dernier avec Ed et Lorraine Warren, et c'était vraiment très très bon. Pour le coup, ça remonte pas mal la barre par rapport au 3e opus, qui était sympa mais sans plus, et là pour le coup c'est le même réalisateur du coup que le 3, mais qui s'est beaucoup amélioré sur ce 4e film, je trouve, notamment toute la mise en scène du film, tout l'aspect horrifique, toute l'ambiance malsaine qu'il y a dans le film est vraiment beaucoup mieux que dans le premier où il n'y avait pas beaucoup d'angoisse et c'était surtout beaucoup d'éléments horrifiques tels quels et de contorsions et tout dans tous les sens. Là pour le coup dans ce film là il y a une bien meilleure mise en scène, il y a pas mal de
Enfin, déjà, il y a une grosse montée en pression dans le film où on commence tout doucement, puis après on suit beaucoup plus la vie des Warren et de leur fille qui leur présente son copain pour qu'ils puissent se marier, et pendant ce temps, t'as une autre famille un peu plus loin qui subit les attaques d'un démon, et donc il y a une longue montée comme ça dans le film pour arriver jusqu'à la fin où vraiment ça explose, et tout ce côté-là marche très bien, la progression dramatique du film et des enjeux, sur ce coup-là, c'est très bien fait, et toutes les scènes d'horreur, je les ai trouvées aussi vraiment très très bonnes. Il y a une bonne mise en scène, il y a des passages assez marquants, il y a des passages où tout d'un coup, il y a des grosses musiques, et tout d'un coup ça va se couper d'un coup, et on va se retrouver dans le silence complet, juste avec une musique qui va sortir d'un coup. Je décris pas très bien, mais il y a pas mal de séquences bien pensées en termes de mise en scène, de cadrage, de montage, de son aussi, qui sont vraiment très bien. J'ai vraiment été happé par le film, ça marchait très bien. Pour vous donner un exemple, il y a une séquence où t'as un prêtre qui part demander de l'aide à quelqu'un, qui va dans une église pour aller rencontrer quelqu'un, et quand il y va en montant les escaliers de l'église, et quand il monte les escaliers de l'église, et ben la caméra filme les escaliers en contre-plongée, tu vois, donc normal, voilà, c'est une manière simple de filmer des escaliers. Puis après, quand il arrive dans le bureau, là t'as le démon qui se manifeste et qui va le posséder, et juste à la fin, le prêtre va se suicider en se jetant des escaliers, et là la caméra va le filmer en contre-plongée quand il tombe en se pendant, tu vois. Et donc là tu comprends que le premier plan du début où on filmait les escaliers en contre-plongée, c'était en fait un setup pour la scène de fin où il se suicide, tu vois. Genre c'est pour vous donner un petit exemple de ce qu'on a dans le film, et ça c'était vraiment très très bien mis en place, très bien mené, et juste ce petit genre, ces petits trucs comme ça de mise en scène horrifique, j'ai trouvé qu'il n'y en avait pas du tout dans le troisième film, et je parle même pas des autres spin-offs, La Nonne, Annabelle, tout ça, mais là pour le coup c'était vraiment très bien mis en place, et vraiment j'ai vraiment trouvé ça assez excellent quand même, et assez émouvant aussi, hein, de tous les passages où on voit juste la famille Warren faire sa vie avec leur fille qui leur présente son petit copain, tu vois, genre son petit copain, tous les moments de vie qu'ils ont ensemble, les interactions, il y a pas mal d'humour aussi dans le film à ces moments-là, c'était vraiment très cool, hein, ça aide aussi à apprécier les personnages, à avoir peur pour eux. Et après, quand arrive à la fin toutes les scènes où ils sont en danger, où ils sont attaqués par le démon, c'est vraiment prenant aussi, donc c'était vraiment un très bon film, et moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Je sais pas si c'est le meilleur de la saga, comparé aux deux. J'aime beaucoup le 2, mais celui-là, le 4e, il était vraiment très très bon. En tout cas, il est meilleur que le 3 et que le premier aussi, je pense, mais peut-être pas autant que le 2. Mais en tout cas, c'était vraiment un très très bon film d'horreur et un très bon film Conjuring. Et maintenant, place au numéro 4. Creation of the Gods 2 Demon Force. Donc celui-là aussi, c'est un film chinois du coup que j'ai critiqué au tout début de l'année. Donc je vous redirige vers ma critique pour avoir plus de détails sur ce que je pense du film. Mais voilà, j'ai adoré, c'est toutes les qualités du premier, mais là, vraiment boosté au max, c'était vraiment un très très bon spectacle, hein, voilà, les effets spéciaux sont très bons, les scènes de bataille et d'action sont très bonnes, voilà, il y a des enjeux, il y a du drame, il y a de l'émotion, il y a de l'humour, il y a tout ce qu'il faut là où il faut dans ce film, j'attends beaucoup, du coup, le troisième film, qui du coup, normalement, sera la fin de la trilogie. Ce sera vraiment quelque chose d'exceptionnel, je pense. Et d'ailleurs, du coup, dans ce film-là chinois, qui parle aussi de fantasy chinois, on retrouve aussi Neza, Neza, c'est comme ça qu'on le dit en français, mais avec la prononciation chinoise, je pense qu'on devrait plutôt dire Nocha. Je crois que ça se dit comme ça en chinois. Donc du coup, t'as le même personnage qu'il y avait dans Neza 2, du coup, le petit garçon au pouvoir de feu. Et donc là, du coup, c'est marrant de le retrouver là aussi dans un autre film chinois, mais du coup en live action. C'est voilà, c'est assez amusant. Et
Bah non, c'était vraiment un très très bon kiff pour moi ce film, hein. J'aurais aimé le revoir, mais il est sorti pas très longtemps au début de l'année, mais ouais, c'était vraiment super cool. Et maintenant, le numéro 3. Mais une seule à compter. Wicked, partie 2, voilà, la suite d'un de mes films préférés, comme j'arrête pas de le répéter en boucle depuis l'année dernière. J'en ai fait une critique aussi sur ma chaîne il y a quelques mois, évidemment, parce que c'est un des films que j'attendais le plus cette année. Et donc, je vous redirige vers ma critique pour avoir tous les détails, pour avoir mon avis en profondeur sur le film. Et comme le premier, c'était vraiment super cool, hein, ça manque un petit peu d'ampleur parce que c'est aussi la deuxième partie, l'acte 2 de la comédie musicale. Et l'acte 2 de la comédie musicale de Broadway était aussi un petit peu... était moins euphorique que l'acte 1, donc là aussi ça se ressent quand même dans ce film. Mais ça restait quand même très bon, hein. J'aime toujours les chansons, les musiques qui sont merveilleuses, les personnages, l'univers, la mise en scène, voilà quoi, j'ai tout aimé dans ce film, c'est un des films que j'ai le plus adoré cette année, c'était vraiment quelque chose, j'ai aimé chaque aspect de ce film, c'était génial. Et maintenant, le numéro 2, et le chiffre est approprié, pour le coup. Non mais c'est une blague! À gauche on dévisse, à droite on visse! Oh, ok. Les Bad Guys 2, voilà, donc qui est déjà sorti en DVD, hein, moi aussi ça m'a étonné, puisque le film est sorti au cinéma cet été, pendant le mois d'août. Du coup, c'était il y a 4-5 mois, hein, il est resté en salle pendant un mois et demi à peu près, mais là il est déjà en DVD, hein, voilà, donc c'est un coffret avec les deux films. Ça tombe bien puisque le premier je l'avais pas non plus en DVD. Ouais, c'était un de mes cadeaux de Noël, hein, voilà, ça m'a fait très plaisir pour le coup, hein, c'était vraiment super cool. Et voilà, là aussi pour ce film-là, j'en avais fait une critique sur ma chaîne en août, qui durait 27 minutes, donc voilà, c'est assez conséquent. Donc je vous conseille d'aller la voir pour avoir mon avis détaillé sur le film. Et ce film qui était une excellente suite. Voilà. Et j'espère pour le coup qu'ils en feront la suite, qu'on aura les Bad Guys 3, où on verra les personnages devenus agents secrets maintenant, parce que le film, il a malgré tout pas beaucoup cartonné. Le premier, il avait fait que 250 millions de dollars au box-office, et le deuxième, il a fait 236 millions au box-office pour le même budget. Du coup, c'est pas un gros échec, il a fait à peu près pareil que le premier, mais quand même, pour un film comme ça, qui était vraiment bon et qui est sorti pendant les vacances en plus, moi je pensais qu'il en avait fait beaucoup plus. Du coup, c'est un petit peu... voilà, c'est pas le succès escompté, mais c'est pas non plus un gros échec. Du coup, j'espère qu'il y aura quand même le troisième film, parce que moi j'ai adoré les deux premiers, j'ai adoré cette suite et j'ai très envie d'avoir la suite. Donc j'espère qu'on aura au final le troisième film et que ce sera pas annulé. Et maintenant, on arrive au numéro 1 de ce top 10. Du coup, mon film préféré de l'année. Et c'est là où mon top va devenir... où je vais faire n'importe quoi en fait, voilà, ça va partir en steak, parce que ce numéro 1, du coup, de ce top 10 de mes films préférés de l'année, c'est un ex-aequo. Voilà. C'est un ex-aequo entre 3 films. Voilà, je vous l'ai dit que j'allais faire n'importe quoi, mais voilà, c'est pour le coup, je les ai tous mis ex-aequo, ces films, parce que je les ai tous adorés autant l'un que l'autre, et j'arrivais pas vraiment à en mettre un au-dessus de l'autre, j'arrivais pas vraiment à les classer entre eux, et du coup, au final, je me suis dit, Osef, voilà, 3 films top 1, c'est ces films-là que j'ai le plus adoré cette année, donc je peux vraiment pas les départager, donc du coup, ils sont tous les 3 top 1. Et donc, allons-y pour le premier film ex-aequo, le premier film du top 1 de cette année. Et tuer, je jure. Avatar 3, du coup, Avatar de Feu et de Cendre.
Donc c'était la dernière critique que j'ai faite sur la chaîne, vous pouvez aller la voir, elle est disponible. Un spectacle de tous les instants, voilà, c'était formidable comme film, je l'ai adoré, comme le deuxième. Et du coup, c'est la deuxième fois qu'un film Avatar est top 1 de l'année, puisque La Voix de l'eau, c'était aussi mon film préféré de 2022. Et là aussi, Avatar 3, c'était vraiment de tous les films que j'ai vus cette année, pas juste les blockbusters. C'est sans hésiter, Avatar 3, c'est un de ceux que j'ai le plus aimé cette année. Il n'y a même pas à réfléchir, en fait. De tout ce que j'ai vu cette année, comédie, drame, fantasy, science-fiction, blockbuster, film d'auteur, là pour le coup c'est les deux. Avatar 3 était un énorme kiff. Vu la qualité qu'on a eue dans ce troisième film, vu la qualité qu'on a depuis le premier, c'est le quatrième opus qui normalement devrait sortir en 2029. Je l'attends, mais je l'attends énormément, quoi. Et d'ailleurs le troisième film, là pour le coup, je l'ai vu qu'une seule fois, donc j'irai le revoir évidemment de bon cœur. Et ouais, non, c'était génial. Et maintenant passons au deuxième film numéro 1 de cette année 2025. Vous avez sauvé la ville. Peut-être que tout le monde verra qu'on n'est pas si différents. Pour ceux qui ne le sauraient pas, il y a quelques mois, j'ai sorti une vidéo en deux parties pour parler du premier film, Zootopie, et notamment de tout l'aspect social, et toute la thématique et comment le film traitait la thématique, et j'avais dit que j'avais pas mal de problèmes avec ce film-là sur son traitement de la thématique sociale. Mais à la fin, j'avais dit que j'attendais quand même énormément la suite, puisque malgré tout, j'aime beaucoup Zootopie, j'aime beaucoup l'univers et les personnages. Et... c'est un des films que j'ai le plus aimé cette année, quoi, Zootopie 2. Je l'ai largement plus aimé que le premier, vraiment. Et... Zootopie 2, c'est un de mes Disney préférés. Mais tout de suite. J'ai déjà vu le film 3 fois, là, au cinéma, tellement je l'ai adoré. Et dès mon premier visionnage, c'était instantanément un de mes Disney préférés. Mais vraiment, c'est de tous les films Disney qu'ils ont fait, Zootopie 2, c'est un des meilleurs. C'est un de ceux que j'ai le plus aimé, parce que vraiment, c'était incroyable comme film, incroyable. Déjà, puisque je parlais de la thématique sociale qu'il y avait dans le premier film, là, pour le coup, le traitement de la thématique sociale, puisque le film parle encore une fois de discrimination, de racisme et tout ça, comme le premier, et là, pour le coup, la thématique est bien mieux traitée et bien plus cohérente que dans le premier film. Puisque là, toute l'histoire est centrée autour des reptiles qui vivent pas à Zootopie, puisque Zootopie est majoritairement peuplée de mammifères. Les reptiles vivent dans leur quartier à eux, à l'écart de la ville, et vivent à l'écart de la ville parce que depuis 100 ans, les mammifères pensent que les reptiles sont dangereux, sont méchants, parce qu'on leur a menti, parce que voilà, il y a toute une histoire de complot avec une famille de lynx, et donc du coup, les mammifères ont peur à tort des reptiles à cause du coup des lynx qui ont menti à leur sujet, qui les ont accusés de choses très graves, qui les ont accusés d'être dangereux, et donc du coup les mammifères depuis ont peur et pensent que les reptiles sont méchants pour de mauvaises raisons. Et là pour le coup là ça marche. Voilà, les reptiles sont discriminés par les mammifères à cause de ce qu'on fait à certains mammifères, et les mammifères ont peur des reptiles depuis des années parce qu'on leur a menti pour de mauvaises raisons. Voilà, donc là, contrairement aux premiers Zootopie, là c'est clair. C'est beaucoup plus simple, oui, mais justement, là, en termes d'univers et en termes de thématique, c'est beaucoup plus simple du coup, et là du coup, le message passe beaucoup mieux. La relation Nick et Jodie, là aussi, elle est vraiment fantastique, quoi, voilà, c'est pour eux qu'on va voir le film. C'est Nick et Jodie, c'est le cœur du film, c'est le cœur de Zootopie, c'est eux que tout le monde aime, et c'est pour eux qu'on va voir le film. Et là aussi, c'est dans le film, c'est tous les deux, ils sont magnifiques ensemble. Voilà, ils sont magnifiques, quoi. Leur relation, elle est géniale, quoi. Ils sont parfaits ensemble. Toutes les interactions qu'ils ont quand Nick fait des blagues, quand ils s'envoient des pics chacun l'un à l'autre, quand ils s'envoient des blagues et tout, quand ils font des remarques sarcastiques, quand ils se dévoluent aussi dans l'action. C'est toutes leurs interactions
dans le film est parfaitement géré, très bien écrit, et vraiment, moi, c'est pour ça que je vais voir ce film, quoi. C'est pour eux deux, c'est pour Nick et Jodie. Et j'ai adoré les voir tous les deux évoluer dans le film. J'ai adoré voir leurs interactions, et vraiment, pendant tout le film, j'avais un sourire béat comme ça. J'étais complètement dans le film, à les suivre tous les deux, et vraiment, c'était génial de les voir évoluer tous les deux, quoi. C'est le meilleur duo. C'est le meilleur duo de Disney, quoi. Ils sont géniaux tous les deux, ils sont géniaux ensemble. Je trouve le film terriblement efficace. Le rythme et du coup le montage du film est parfait, quoi. Ça va. Il y a un rythme assez soutenu pendant tout le film, et ça va vraiment à la bonne vitesse pour que t'apprécies vraiment le truc et pour que tu rentres dedans, quoi. Pour moi, c'est impossible de pas rentrer dans le film, parce que c'est vraiment très très bien fait, quoi. C'est le développement de l'histoire, la progression dramatique entre les personnages, le développement des enjeux, la résolution des mystères, tout est parfaitement mis en place, tout arrive au bon moment, de la bonne façon. C'est assez admirable quand même la manière dont c'est fait. L'humour aussi, le film a énormément de blagues, il y a beaucoup d'humour dans le film, et là aussi c'est parfait, quoi. J'ai ri, mais là aussi j'ai ri vraiment de bon cœur et aux éclats devant le film, et pendant tout le film, hein, parce qu'il y a de l'humour et des blagues pendant 1h40, et toutes les blagues sont bonnes. J'ai rigolé à chaque fois, c'était beaucoup plus que dans le premier. Et là aussi, ils ont été intelligents, ils ont pas mis les meilleures blagues dans la bonne annonce. Donc vraiment, là aussi, je me suis vraiment marré devant le film. C'était la scène de fin, vous savez, où Nick et Jodie ils sont sur la neige, quoi. Enfin, ils sont sur le toit de la barrière, et t'as le soleil levant derrière eux et tout, et où ils se prennent dans les bras et ils s'avouent enfin qu'ils s'aiment, et qu'ils tiennent l'un à l'autre. Enfin, cette séquence-là, elle était magnifique. C'était absolument... vraiment, j'ai trouvé ça incroyable à voir, quoi. Moi, à chaque fois que j'ai vu que je voyais la scène, c'est vraiment, j'étais fébrile, j'avais la gorge serrée, quoi. Tellement je trouvais ça beau et fort, quoi. C'était génial, quoi. Et là, pour le coup aussi, en termes d'écriture, c'était bien mieux géré, parce que là, contrairement au premier, où c'était juste Judy qui s'excusait auprès de Nick pour le mal horrible qu'elle lui a fait, alors que, bon voilà, c'est comme je l'ai dit dans ma vidéo, c'était pas très cohérent, c'était pas très bien écrit dans le film. Là, pour le coup, le fait que tous les deux s'excusent, ça marche beaucoup mieux, parce que là, pour le coup, ils s'excusent tous les deux, parce que ils ont tous les deux merdé pendant l'enquête, ils ont tous les deux fait des choses pas très bonnes, ils se sont pas écoutés, et ils s'excusent, ils se pardonnent enfin, parce que ils tiennent plus que tout l'un à l'autre, et ils ont envie de rester ensemble, donc du coup, ils se pardonnent, et là, pour le coup, c'était vraiment bien écrit, c'était cohérent, et c'était vraiment touchant, quoi. Et en plus, là, pour le coup, t'as aussi Nick qui s'excuse, et t'as une phrase aussi, t'as un dialogue où il dit ah oui, je sais que que je passe pourtant à faire des blagues, je prends rien au sérieux, et je suis pas très sociable parce que j'ai du traumatisme d'enfance, mais c'est pas une excuse, hein. Et tu fais, mais enfin oui. Enfin, c'est contrairement au premier où on jouait vraiment le côté, où le film jouait vraiment le côté victime sur Nick, là pour le coup là où il s'excuse, et il dit oui, c'est vrai que j'ai eu une enfance traumatisante et j'ai été discriminé, mais c'est pas une excuse pour être désagréable tout le temps, tu vois. Tu fais, mais oui. mais oui, je suis un peu plus d'accord avec ça. C'était vraiment génial comme scène, hein. J'ai adoré. Mais là aussi, tu te dis quand même, ils auraient pu aller un peu plus loin, quoi. C'est Nick et Jodie, ils sont faits pour être ensemble, mais là pour le coup, si vous avez vu le film, ils se sont toujours pas embrassés, quoi. Tu fais, quand même. Alors que depuis le premier film, qui est sorti il y a 9 ans quasiment, c'est quand même assez évident qu'ils se sont faits l'un pour l'autre et qu'ils s'aiment, quoi. Bon, même si là dans le film, ils se disent, Nick dit à Jodie qu'il l'aime, mais le film nous laisse supposer que c'est plutôt de l'amour fraternel. Pour l'instant, hein, parce que c'est quand même assez évident que qu'ils s'aiment, mais vraiment d'amour, quoi. Et de toute façon, ils sont faits l'un pour l'autre. Donc il faut qu'ils soient ensemble, quoi, quand même. Dans les Bad Guys, Diane et Lou, ils se sont embrassés au deuxième film. Voilà, c'est parce que c'était évident. Voilà, c'est clair, net et précis. Et là aussi, Zootopie, quand même, faut y aller, quoi. Mais vraiment. Mais c'est parce qu'ils sont mignons ensemble. Ils vont bien ensemble.
Donc dans la suite, dans le troisième film, j'espère que là pour le coup ils vont vraiment assumer le côté romantique entre les deux, quoi. Parce que pour le coup, oui, c'est le film a cartonné, hein, il a déjà fait plus d'1 milliard au moment où je fais ma vidéo, donc il va sans doute faire les 2 milliards, hein, c'est un énorme succès, donc il y aura évidemment un troisième film. Moi, j'irai le voir évidemment, hein, vu à quel point j'ai adoré le deuxième, je n'ai pas du tout nommé une suite, et en plus, il prépare déjà le terrain, parce que dans le film, il y a une scène post-générique. Hein. Si vous l'avez pas vu, tout à la fin du générique, il y a une scène supplémentaire où on voit Judy chez elle, et donc on la voit partir de chez elle, et juste à la fin, on voit l'ombre d'un oiseau qui passe et qui laisse tomber une plume. Ce qui laisse donc supposer que du coup, dans le deuxième film, on avait eu les reptiles, et du coup dans le troisième, on aura les animaux volants, qu'on n'a pas vu du tout à Zootopie, c'est vrai. Hein. Même dans les scènes de flashback où on voit du coup comment étaient les Zootopie il y a 100 ans, on voyait qu'il y avait des mammifères et des reptiles, mais on voit pas d'oiseaux, hein, même à l'époque. Du coup, c'est vrai que c'est assez étonnant, quoi. On se demande où est-ce qu'ils sont. Est-ce qu'ils vivaient à Zootopie? Est-ce qu'ils ont été chassés? Est-ce qu'ils vivent à un autre endroit? Mais voilà, ils ont déjà des plans pour la suite. Et donc du coup, la suite est quasiment assurée, hein, évidemment. J'espère qu'on ne devra pas attendre 10 ans pour avoir Zootopie 3, pour le coup. Et ouais, ça promet... Ça promet. Voilà. Et nous allons terminer cette vidéo et ce top avec donc le troisième film ex aequo, top 1 de cette année. Les enjeux vont au-delà de ça. K-Pop Demon Hunter, là aussi j'en avais fait une critique sur la chaîne il y a 2-3 mois, vous pouvez aller la voir pour avoir tout mon avis détaillé sur ce film. Mais comme je l'avais dit dans ma critique, hein, j'ai vraiment vécu quelque chose avec ce film. C'était fort en émotion, c'était drôle, c'était dramatique, j'ai été ému, les chansons sont extraordinaires, elles sont géniales. C'est vraiment le film de l'année, je pense, pour tout le monde, vu le succès qu'il a eu. C'est le film dont on a le plus parlé dans cette année 2025, plus que Superman. Et quand même, je remarque que en cette année 2025, les films d'animation ont quand même beaucoup plus marché que les films en live action. Hein. T'as Neza 2 qui a fait 2 milliards, qui est le plus gros succès de l'année. T'as Zootopie qui va faire aussi peut-être les 2 milliards. Et même en termes de popularité, comme je l'ai dit, on a beaucoup plus parlé de K-Pop Demon Hunter, ou même de Neza 2, ou du premier film Demon Slayer, enfin du film Demon Slayer. On a beaucoup plus parlé de ces films-là que de films en live action, même le dernier Superman. Du coup, je remarque quand même que l'animation intéresse de plus en plus les gens, peut-être plus que le live action, qui est peut-être un peu en perte de vitesse ces temps-ci. Donc voilà, K-Pop Demon Hunter, film de l'année en ce qui me concerne, avec Zootopie 2 et Avatar 3 évidemment, hein, les trois sont à égalité, mais K-Pop Demon Hunter c'était vraiment quelque chose d'assez ouf. J'ai vu pas mal de critiques, pas mal de youtubeurs cette année qui disent que l'année 2025 en termes de cinéma a été assez faible. Pour le coup, moi sur ma chaîne, comme vous le voyez, j'ai 3 films ex aequo en top 1 de l'année 2025. Donc voilà, donc en ce qui me concerne, cette année 2025, en termes de cinéma, elle est cool. Ouais, elle est pas mal. Hein. Pour le coup, je sais pas si en 2026, j'aurai là aussi 3 films numéro 1, on verra. Mais en ce qui me concerne, l'année 2025, en termes de cinéma, c'était pas du tout une déception pour moi. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci à vous de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, ce que vous avez pensé des films du coup dont j'ai parlé et quels sont vos films préférés de l'année. N'hésitez pas non plus à partager ma vidéo sur les réseaux sociaux, à laisser un like si ça vous a plu, et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer toutes mes prochaines vidéos. Salut!